ministère de l'Urbanisme, vous n'avez pas la possibilité de bloquer une procédure qui présente des entraves à la loi. Non, mais il n'y a pas de procédure qui entrave la loi. Moi, je crois que là où les hôtels sont construits, en fait, dans le plan d'aménagement de la corniche, il avait été bien prévu de mettre des réceptifs hôteliers. Ça, je suis formel. Je crois que M. Jean-Charles Tal, à l'époque d'ailleurs, avait eu, je crois, à regarder ce dossier. Il a été peut-être interpellé comme architecte. Il y avait un plan d'aménagement qui avait été étudié par l'unité technique italienne, qui était une unité de coopération, où on avait fait un zoning sur toute la corniche, où il y avait des endroits qui étaient prévus pour qu'on les laisse en plage, c'est l'actuelle plage de l'université, des zones où il y avait des hôtels à construire, c'est l'actuel Terroubi, des zones de sport, c'est là où il y a les terrains de tennis un peu plus haut de Michel Berthet, et il y avait un zoning quand même bien détaillé. Mais il reste entendu qu'il y a quelques années, avec l'ANECI, évidemment, avec les autorités de l'époque, il y a eu des instructions qui avaient été données pour qu'on puisse quand même mettre aussi des hôtels supplémentaires pour pouvoir accueillir correctement les invités qui devraient venir. Alors, j'en viens à Isma Touré, inspecteur des impôts et domaines. Vous délivrez les actes fonciers. Monsieur Sidibé l'a dit tout à l'heure. Alors, je vais vous reposer la même question. Comment se fait-il qu'un domaine où ne devrait être que des infrastructures précaires et qui pourraient être révoquées à tout moment pour cause d'utilité publique, que ce domaine se retrouve aujourd'hui entre les mains de promoteurs privés? Le problème, c'est qu'on n'a pas que des infrastructures hôtelières. On a aussi des promoteurs privés spécialisés dans le domaine de l'immobilier qui proposent pour 200 millions ou 300 millions des villas de haut standing sur le domaine public maritime. Pourquoi? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que la direction des impôts et des domaines autorise ce genre de morcellement? Merci, madame. Moi, je crois que, j'espère que peut-être, merci d'abord de nous avoir conviés à ce débat, qui, je l'espère, peut-être à terme pourra aider les Sénégalais à comprendre davantage ce sujet, cette affaire. Moi, j'interviendrai surtout sur les aspects techniques du dossier, relativement aux règles de gestion, d'administration du domaine public maritime, parce que je crois qu'il y a intérêt à éclairer davantage la lanterne des Sénégalais pour qu'ils comprennent que veut dire ce que c'est que le domaine public maritime. En vérité, il faut dire que le domaine public maritime, quand bien même il est protégé, parce que tout est encadré par la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'État. Donc c'est cette loi-là qui définit le domaine public maritime et qui en définit également, qui en fixe les règles d'administration. Comme vous l'avez dit, le domaine public maritime est protégé, mais cette protection ne veut pas dire que c'est un domaine qui n'est pas susceptible d'être occupé. C'est peut-être l'appropriation privée qui est peut-être encadré, mais il est bien possible de l'occuper, comme vous l'avez dit, l'occuper avec des installations légères et démontables. Mais comme mon collègue de l'urbanisme... À des fins d'utilité publique, pas privée. Si c'est possible, même privé. Même privé, mais révocable à tout moment. Oui. Et donc, ce ne sont pas ces amas de béton qu'on pourrait détruire d'un jour à l'autre. Même privé, je dirais que, c'est-à-dire que le Code du domaine de l'État dit clairement que le domaine public maritime est susceptible de donner lieu à des autorisations d'occuper, à des permissions de voirie, etc. Qui sont précaires. Pour le cas du domaine public maritime, ce sont des autorisations d'occuper. D'occuper, et mon collègue de l'urbanisme l'a bien dit, le domaine public maritime est susceptible de déclassement. C'est-à-dire, à chaque fois que dans le plan d'aménagement, il est conçu, disons, l'édification d'un réceptif, par exemple, hôtelier, il est bien possible, pour ce porteur de projet, de requérir le déclassement de la portion du domaine public maritime en vue d'y obtenir, d'y bénéficier de droits réels, c'est-à-dire de bail. Et à ce moment, là, la construction, il est bien autorisé, le détenteur de ce droit au bail peut construire en dur du fait du déclassement. Là où je voudrais également intervenir, c'est le dossier qui nous concerne principalement, le mur qui est évoqué, pour dire que c'est un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un dossier qui est relativement ancien. Relativement ancien parce que le Sénégal, en vérité,
a donné ce site, ou bien cette parcelle de terrain de domaine public, en vertu, en application d'un principe diplomatique, celui-là de la réciprocité. C'est-à-dire, la République de Turquie a donné à la République du Sénégal un site sur le domaine public maritime de la Turquie. Et donc, c'est en vertu, en application de ce principe-là. Monsieur Isma Touré, je dois préciser que le site en question, et le ministre des Affaires étrangères l'a dit, se trouve dans un grand quartier d'affaires de la capitale turque, pas dans le domaine public maritime. Et il faut rappeler aussi qu'il y a de cela quelques mois, 2 mois, les Turcs ont eu à investir un parc pour réclamer sa réhabilitation par des autorités turques. Ce n'est pas un argument que les Sénégalais peuvent aujourd'hui recevoir. Non, c'est-à-dire que nous intervenons en tant que techniciens. C'est-à-dire au-delà des questions d'opportunité et des questions politiques sur, disons, la nécessité de ce qui est envisagé, nous, en tant que techniciens de la DGID, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, disons, à l'opinion publique, c'est que ce sont des dossiers qui, en aucun cas, ne violent la loi. Tout ce qui a été fait dans le respect des règles du Code du domaine de l'État. C'est un dossier qui est là depuis, disons, quasiment presque plus de 3 ans aujourd'hui. Le Sénégal a donné, le Sénégal a reçu, disons, de la Turquie. Maintenant, l'administration des domaines a été saisie, disons, d'une demande de mise à la disposition de la République turque de ce site-là. Ça a été présenté à la commission de contrôle des opérations domaniales, qui est une commission nationale qui ne regroupe pas seulement les services de la DGID, mais il y a tout, c'est une commission nationale qui regroupe l'urbanisme, le cadastre, disons, l'agence judiciaire de l'État et tant d'autres services qui ont apprécié en 2012 et qui a donné un avis favorable. Et ce n'est pas sûr de cet avis favorable que ce qui a été fait a été fait. Alors, on ne va pas trop insister, on va en venir à vous, on ne va pas trop insister sur l'espace attribué à l'ambassade de Turquie. Je pense qu'il y a des négociations en vue et vous allez peut-être en avoir la confirmation dans le document qu'on va vous proposer. Mais l'argumentaire des occupants de ces sites qu'on a rencontrés, c'est que ces domaines ont été déclassés. Est-ce que vous confirmez l'information selon laquelle tous les espaces construits au niveau de la corniche ont été déclassés? Ça veut dire que c'est toute la corniche ouest qui a fait l'objet d'une déclassification. Et encore que, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je pourrais m'appuyer un peu sur le savoir et la connaissance d'un notaire spécialisé en la matière. Il s'agit de Maître Alioune Ka. Il dit que l'obtention du permis d'occuper procure aux bénéficiaires un droit de jouissance sur le domaine public qui ne peut être ni vendu ni sous-loué sous peine de faire l'objet d'un retrait sans autorisation préalable et écrite de l'administration. Le constat, M. Isma Touré, c'est qu'aujourd'hui, sur ce domaine public privé, des promoteurs qui ont acquis des parcelles de terre ont vendu une partie de leur terre, nous en avons la preuve. Des promoteurs privés ont pu acquérir des parcelles de terre sur lesquelles sont érigées des villas de haut standing qui sont vendues à des Sénégalais qui en ont les moyens. Non, techniquement, je réponds à votre première interrogation. Techniquement, moi je suis un fonctionnaire, je me garde vraiment d'entrer dans des questions relativement politiques. Ce n'est pas une question politique. Non, il n'y a rien de politique dans ce constat qui a été fait. Non, ce sont les faits. Oui, la question de savoir est-ce que disons, la corniche ouest de Dakar a été déclassée. Ça, je ne saurais vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des partis qui aujourd'hui reçoivent, disons, ou bien ont reçu des réceptifs hôteliers. Pour une bonne partie, ça a été déclassé. Sur demande, disons, parce que là, il faut également le comprendre. Une personne qui investit, qui investit, disons, au niveau d'investissement assez lourd, l'article 19 du Code du domaine de l'État dit que cette personne peut demander le déclassement de la partie qu'il occupe. Et après déclassement, si le site est immatriculé, il est dans le domaine privé de l'État. S'il n'est pas immatriculé, il est dans le domaine national. Et là, on l'immatricule pour le reverser dans le domaine public, dans le domaine privé de l'État. Et
à ce moment, rien ne s'oppose à ce que la personne qui en a fait la réquisition soit bénéficiaire d'un droit réel. Mais il faut aussi préciser que, que la déclassification ne devrait pas se faire aux dépens des aspects environnementaux. Le problème qui se pose aujourd'hui sur cette corniche, c'est qu'il y a une forte avancée de l'érosion côtière, et cela à cause de ces nombreuses constructions. La déclassification doit se faire dans les normes et dans le respect des règles régissant le code de l'environnement, ce qui n'est pas le cas. Ah non, ça, il faut poser peut-être la question aux agents de l'environnement, mais ce que je peux vous dire, tout déclassement fait suite d'abord à une autorisation d'occuper, comme vous l'avez dit, titulaire d'une autorisation d'occuper à titre précaire et révocable du domaine public maritime. Cette personne, s'il réalise, disons, ou bien s'il est porteur d'un projet d'utilité publique, il peut valablement demander le déclassement. Et si on le déclasse, ce n'est plus le domaine public maritime. Alors, Jean-Charles, ça pose problème pour vous? Ça pose un problème énorme. Et encore une fois, c'est un problème de gouvernance. Sous prétexte d'utilité publique, on accepte tout. Or, aujourd'hui, un projet ne peut pas être dit d'utilité publique. C'est un décret qui en fait quelque chose d'utilité publique. Je ne suis pas spécialiste du droit, mais il me semble que sur l'ensemble des investissements dont on parle, il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, aujourd'hui un décret disant que ces investissements sont d'utilité publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, je comprends très bien Monsieur Touré, c'est les techniciens ont un rôle technique. Ils vont voir étape A, B, C, D. Et c'est pour ça que je dis, cette question n'est pas une question technique, c'est une question politique. C'est une question de la vision que nous avons par rapport à notre ville. Et aujourd'hui, je comprends, les techniciens seront mal à l'aise pour répondre à ça du point de vue technique. Mais c'est une question politique. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre ville? Troisième chose, quand on parle effectivement de cet échange entre les deux pays, c'est vrai, il y a une réciprocité, mais aujourd'hui, on ne nous a pas donné 4000 m² en bas des murailles d'Istanbul qui sont protégés, et c'est ça le vrai problème. Les pays avec qui nous discutons respectent leurs lois, et nous ne respectons pas la nôtre. Aujourd'hui, Istanbul n'est pas la capitale de la Turquie, c'est vrai, mais ça aurait été la capitale, on ne nous aurait pas donné 4000 m² à Taksim, parce qu'on sait que le peuple turc, le peuple d'Istanbul s'est mobilisé contre Taksim, contre le fait qu'on puisse déclasser une partie de Taksim et permettre à des promoteurs de faire des opérations. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est quelle est la gouvernance que nous voulons avoir dans nos pays. Ce n'est pas une question technique. Maintenant, les questions techniques viennent plus tard pour essayer de justifier les choses. Vous avez dit que les choses se sont faites dans le respect. Les techniciens, que ce soit des domaines de l'urbanisme, sont suffisamment compétents pour respecter les règles qui sont devant eux. Mais à un moment donné, il y aura une interprétation. Et dès qu'il y a une interprétation, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, moi je prétends que s'il y a une autorisation de construire donnée au ministère, à l'ambassade de Turquie ou quoi que ce soit, et que cette autorisation n'est pas signée par le maire de Dakar, c'est illégal. Il y a eu en 2009 toute une procédure pour modifier l'article 68 du Code de l'urbanisme qui permettait de sortir un certain nombre de projets du champ de compétences du maire. Ce sont les projets de l'État qui sont sortis et on a rajouté les projets d'utilité publique. Mais personne ne nous dit ce que c'est que l'utilité publique. Personne ne nous dit si ça a été respecté. Et ça, ce n'est pas une question juste technique. Je crois que c'est une question politique. Et ça aurait été bien qu'un jour, les décideurs qui, sous prétexte d'échanges commerciaux, ou politiques ou diplomatiques, prennent ces décisions, que ces décideurs aient le courage de venir eux-mêmes défendre leur position. Parce que ce n'est pas une question au niveau technique. Il faut juste dire que tous les baux sont signés par le ministère des Finances. Fadel, avant de vous laisser continuer, on va d'abord peut-être en venir à Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye, vous avez suivi l'argumentaire de vos collègues techniciens. Est-ce que vous allez nous dire que vous êtes des techniciens et que vous ne faites qu'exécuter des ordres donnés par la hiérarchie? Je vous remercie d'abord de cette invitation et cette opportunité que vous nous avez donnée pour nous permettre donc de nous adresser aux Sénégalais. Il est bon d'abord de préciser que
Tout à l'heure, Mme Waré l'a si bien dit, que la mer avance.